Avec le lancement d'un nouvel univers DC, un nouveau chapitre commence. Non seulement pour l'Homme d'Acier, mais pour tout un panthéon de super-héros et de super-vilains. Piloté par James Gunn et Peter Safran, cette nouvelle ère intitulée Chapitre 1 Dieu et monstres démarre avec le film Superman. Ce n'est pas seulement un nouveau reboot, c'est un recalibrage. Des nuances subtiles de son personnage à la grande envergure de l'univers, voici l'analyse ultime du film Superman. La première chose à comprendre à propos de ce nouveau Superman, c'est ce qu'il n'est pas. Car ce n'est pas une origin story. Le film fait l'impasse sur le récit familier bien connu de la fusée kryptonienne qui s'écrase à Smallville. À la place, on nous présente un Clark Kent qui est déjà à sa 3e année de sa double vie en tant que journaliste au Daily Planet et en tant que le super-héros Superman. C'est un héros qui a trouvé ses marques, mais qui cherche encore à comprendre ce que signifie être un symbole de justice pour l'humanité. L'exposition d'ouverture du film nous ancre immédiatement, confirmant que Kal-El a atterri sur Terre, bébé 30 ans plus tôt. Ce petit mais crucial détail établit notre nouveau Superman comme un homme au début de la trentaine, expérimenté, puissant mais encore en apprentissage. Les réalisateurs d'ailleurs ont utilisé ce motif de 3 à plusieurs fois tout au long du récit. Kal-El est arrivé il y a 30 ans, il est Superman depuis 3 ans, et plusieurs incidents se déroulent en phase de 3. 3 semaines, 3 heures, 3 minutes. Une superposition qui renforce la cohérence structurelle du film. À la tête de cette nouvelle charge se trouve l'acteur David Corenswet, qui a célèbrement décroché le rôle parmi plus de 400 candidats. Corenswet n'a pas seulement le physique de l'emploi, il a aussi la voix. Dans un brillant clin d'œil à l'une des interprétations les plus appréciées, il adopte un trait classique du Superman de Christopher Reeve. Lorsqu'il s'adresse au public en tant qu'homme d'acier, la voix de Kal-El est sensiblement plus grave, plus profonde, plus autoritaire, plus calme, que sa voix normale en tant que Clark. C'est un choix d'interprétation subtil qui renforce la séparation de ces deux identités. Et en parlant d'apparence, parlons du symbole. Le fameux S emblématique sur sa poitrine a été redessiné. Cette version est plus diagonale, plus extraterrestre. Bien sûr, la partie la plus emblématique de son déguisement a toujours été la plus débattue, les lunettes. Comment une simple paire de lunettes peut-elle tromper une planète entière? Pendant des décennies, ce fut une blague récurrente. Mais ce film fournit enfin une explication canonique interne à l'univers. Le Green Lantern, Guy Gardner, révèle sans détour à Lois Lane que Clark porte des Hypno-Glaciers. Ce ne sont pas des simples verres correcteurs. Ils sont fabriqués à partir de ce que les comics ont appelé le plexiglas kryptonien. Ce matériau avancé crée un subtil effet hypnotique sur ceux qui l'entourent, rendant son visage juste assez différent, en altérant la perception de sa mâchoire ou simplement le faisant paraître plus effacé et anodin. C'est un ajout fantastique et attendu depuis longtemps qui clôt enfin le plus vieux débat de l'histoire des comics. Même les plus petits détails de son personnage sont méticuleusement pensés. Le réalisateur James Gunn a expliqué que Clark Kent, bien qu'ayant grandi au Kansas, ne conserve pas un fort accent de Smallville. Cela reflète la manière naturelle dont les gens, en particulier les journalistes, qui voyagent et travaillent dans des environnements urbains diversifiés, adaptent leur façon de parler lorsqu'ils quittent leur foyer. Ses parents, Jonathan et Martha Kent, sont bien vivants, consolidant leur influence morale et l'ancrage émotionnel de Clark, ancrant l'extraterrestre au pouvoir divin avec un amour et des conseils humains inébranlables. Ça souligne que son héroïsme n'est pas seulement un héritage de pouvoir, mais un choix conscient. Un thème souligné par la phrase pleine de sens de son père Jonathan sur l'importance du libre arbitre. La forteresse de solitude est faite de cristaux vivants, pivote comme un tournesol vers le soleil, est verrouillée par l'ADN de Kal-El et est entièrement automatisée par des gardiens robotiques. Superman n'est pas seul. À ses côtés se trouve son compagnon canin, toujours loyal, Krypto, le super chien. Issu des comics en tant que le noble animal de compagnie surpuissant de Superman. Cette version du DCU a un côté un peu plus rebelle. Son apparence et sa personnalité souvent indisciplinées sont directement inspirées du propre chien du réalisateur James Gunn, appelé Ozu. Comme Ozu, le Krypto du DCU a perpétuellement une oreille dressée et, touche personnelle et hilarante du réalisateur, essaye constamment de mordre les pieds de Superman, tout comme Ozu le fait avec Gunn lui-même. Mais voici une tournure fascinante. Superman confirme qu'il ne fait que garder Krypto, le véritable propriétaire du super chien, et sa cousine Kara Zor-El, mieux connue sous le nom de Supergirl. Ce petit dialogue est une graine brillamment semée pour préparer le terrain pour sa propre venue dans le DCU. Et quelle entrée! La Supergirl apparaît dans le film pour récupérer Krypto et son introduction est tout sauf ordinaire. On la voit portant une veste marron par-dessus son costume et elle est clairement en état d'ivresse. Ce n'est pas un choix de personnage aléatoire, c'est une mise en place directe plan par plan pour son film à venir Supergirl, Woman of Tomorrow. Sur Terre, Clark est entouré d'une équipe de héros qui commence tout juste à se former. Le film confirme qu'ils opèrent sous le nom de travail très informel et quelque peu ridicule, la Justice Gang. Le nom lui-même suggère qu'il s'agit d'un précurseur, une première ébauche de ce qui deviendra un jour l'emblématique Justice League du DCU. La présence de Guy Gardner sert également à élargir la portée cosmique de ce nouvel univers. Il fait une rapide référence au Green Lantern Corps, la force de police intergalactique qui protège l'univers. Il confirme qu'il n'est qu'un des nombreux lanternes et l'un des quelques humains recrutés dans leur rang, citant explicitement les noms de Hal Jordan et John Stewart, qui seront les vedettes de leur propre série HBO à venir, Lanterns.
un super-héros est défini aussi par ses super-vilains. Et ce film rassemble un éventail redoutable de menaces, tout orchestré par un seul homme évidemment, Lex Luthor. Nicholas Hoult endosse le rôle de l'ennemi juré brillant et narcissique de Superman. En clin d'œil à une adaptation télévisée culte, l'entreprise de Luthor n'est pas la typique Lex Corp, mais Luthor Corp. James Gunn, le réalisateur, a confirmé qu'il s'agit d'un hommage direct et affectueux à la série de Smallville, dans laquelle son ami proche, Michael Rosenbaum, jouait le rôle du jeune Lex Luthor. Dans le film, ce Lex est un manipulateur politique et industriel de premier ordre. On le voit conclure des accords secrets avec le président de la Boravie, un pays fictif d'Europe de l'Est, tout droit sorti des comics. Dans le matériau original, la Boravie était une nation déchirée par la guerre civile où Superman était intervenu, motivant des négociations de paix. Ici, il semble que Luthor utilise la nation à ses propres fins malveillantes. Ce goût pour la manipulation politique ressemble clairement à un tremplin vers l'un des arcs les plus célèbres de Luthor dans les comics, devenir un jour président des États-Unis. L'ambition de Luthor est également territoriale. Dans un accord révélé dans le film, il doit recevoir la moitié d'un territoire étranger nommé Jarampur, il prévoit de renommer Lutoria. Mais Lex ne se bat pas seulement avec l'argent et la politique. Il a son propre homme de main, surpuissant. Un sombre reflet de Superman connu sous le nom d'Ultraman. À la fin du film, les plans de Luthor sont déjoués, et il est condamné à purger sa peine dans la tristement célèbre prison de Belle Rive. C'est une connexion massive avec le DCU élargi, la même prison qui sert de terrain de recrutement pour la Suicide Squad. Le décor est planté pour une future rencontre entre les esprits les plus brillants et dangereux du DCU. Au-delà de l'intrigue principale, Superman regorge de plein de clins d'œil affectueux et d'apparitions surprenantes. Dans un moment qui ne manquera pas de réchauffer le cœur des fans de longue date, Will Reeve, le fils du légendaire Christopher Reeve, fait une brève apparition en tant que journaliste. C'est un hommage magnifique et sincère à l'héritage durable de son père en tant que Superman. Le DCU élargi fait également sentir sa présence. Dans l'un des caméos les plus inattendus du film, John Cena apparaît en tant que Peacemaker. Il ne fait pas équipe avec Superman, au lieu de ça, il apparaît dans une émission d'information, offrant son opinion typiquement abrasif et controversé sur les problèmes provoqués par Lex Luthor. Il n'y a pas d'interaction directe avec Superman, mais cela ancre fermement les événements de la série Peacemaker dans le même monde. Le décor du film est également plus interconnecté que jamais. Lors d'une scène où les citoyens évacuent Metropolis, un panneau d'autoroute est clairement visible, indiquant la direction de Gotham City. Cela confirme que, comme c'est souvent le cas dans de nombreux comics, la métropole sombre et gothique de Batman et la ville lumineuse et brillante de Superman sont relativement proches l'une de l'autre, probablement des villes voisines dans la même région. La révélation la plus choquante de tout le film est peut-être une réinterprétation de la raison d'être même de Superman. Nous voyons le message holographique complet de ses parents kryptoniens, Jor-El et Lara. Au lieu d'un simple message d'espoir, ils encouragent leur fils à se voir comme un souverain, à guider l'humanité et même repeupler le monde avec des hybrides humains kryptoniens. Cette perspective du conquérant kryptonien est une rupture étonnante avec la norme, bien que ce soit un concept qui ait déjà été exploré dans certains comics et également encore une fois dans la série Smallville. Cette révélation place Superman en opposition morale directe avec son but génétique, choisissant l'autodétermination plutôt qu'un destin programmé. Enfin, nous arrivons aux scènes post-génériques. Le film en comporte deux très distinctes. La première est un moment de symbolisme tranquille. On voit Superman assis avec Krypto à la surface de la Lune. Tous deux regardent la Terre en contrebas. C'est une image magnifique et contemplative qui communique sans mots son nouveau rôle de gardien attitré de la planète Terre. La deuxième scène apparaissant après la fin de tout le générique est un pur moment de comédie axé sur le développement des personnages. Elle s'ouvre avec Superman et le brillant Mr. Terrific, debout devant un bâtiment qui a été structurellement fragilisé lors de la dernière bataille. Essayant de détendre l'atmosphère, Superman fait une blague en disant que l'immeuble a l'air un peu de travers. Mr. Terrific, un homme de science et de logique qui n'est clairement pas d'humeur, s'éloigne simplement en silence, donnant un coup de pied dans une pierre de frustration. C'est une petite scène hilarante, mais elle accomplit tellement de choses. Elle met en valeur le charme maladroit et sincère de Superman, souligne le bilan émotionnel des événements du film, et établit magnifiquement une dynamique amusante et légère entre les deux héros clés. Contrairement à de nombreuses scènes post-génériques, aucune de celles-ci ne tease explicitement un futur projet, un futur méchant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'analyse sur les petits secrets, les petits détails autour du film Superman. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne. On parle d'analyse, de films, de critiques, sur toutes les nouvelles sorties. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!